Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur votre chaîne de télévision. Voici les titres. En réduisant donc la déforestation, nous réduisons les émissions de gaz à effet de serre. Nous entretenons un vaste puits de carbone. Alors je me dis, mais pourquoi faire passer des informations de santé publique à la télé alors qu'on pourrait profiter du téléphone portable que tous les Congolais ont pour pouvoir leur envoyer des informations de santé publique. Donc c'est ce qui m'incite à aller travailler sur place. Vous trouverez que ce sont les privés qui lèvent les fonds, justement pour financer ces startups. C'est comme ça que ça a démarré aux États-Unis. On commence tout de suite par l'actualité qui a marqué le mois de décembre, le sommet de Paris sur le climat. La République du Congo a été fortement représentée à ce sommet. Le ministre de l'économie forestière et du développement durable, Henri Njombo, a participé aux négociations. Nous sommes allés à sa rencontre. Voici l'interview qu'il nous a accordée. Bonsoir Monsieur le ministre. Vous êtes ministre congolais de l'économie forestière et du développement durable. Vous avez participé à la COP 21 à Paris. Quelles sont les stratégies que votre gouvernement a mises en place pour agir assez vite en complément des conclusions qui ont été prises au sommet du climat? Le Congo est un petit pollueur. Par contre, il est la solution du changement climatique dans la mesure où, dans la politique du gouvernement, nous avons engager des activités et des actions qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, dans le domaine pétrolier, le torchage du gaz aujourd'hui se réduit pour permettre d'utiliser le gaz à des fins de production de l'énergie électrique. Nous, et aussi pour distribuer ce gaz à des fins domestiques. S'agissant de notre forêt, parce qu'il y a à peu près 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui sont issues de la déforestation. Donc si nous gérons mal notre forêt, nous allons contribuer au réchauffement climatique. Mais nous faisons tout à fait le contraire, c'est-à-dire que nous gérons bien. Nous avons maîtrisé la déforestation. Nous en sommes à 17 000 hectares de déboisement annuel, ce qui, pour une couverture forestière de 23 millions d'hectares au niveau national, représente absolument une goutte d'eau dans la mer. Et les techniques qui sont imposées aujourd'hui dans le cadre de l'exploitation forestière permettent le renouvellement naturel de la forêt. Et d'ailleurs, on constate que à plusieurs endroits, la forêt gagne sur la savane. Et, en réduisant donc la déforestation, nous réduisons les émissions de gaz à effet de serre. Nous entretenons un vaste puits de carbone. Et puis aussi un réservoir de biodiversité pour la vie sur Terre. Il y a donc des actions que nous avions engagées avant que la planète ne commence à s'inquiéter comme aujourd'hui et à donner des directives sur ce que les différents pays doivent faire pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Le dossier congolais pour bénéficier du fonds alloué est-il bien ficelé? Oui, nous avons agi avant. Nous n'avons pas bénéficié d'un flux financier important de l'extérieur pour arriver au résultat atteint aujourd'hui. D'ailleurs, un des indices de bonne gestion forestière, c'est la certification forestière aux standards les plus rigoureux au monde, au standard FSC. Le Congo détient la palme d'or parce que
par rapport aux forêts mondiales certifiées, et les forêts congolaises représentent 32,5%. 32,5% de forêts certifiées FSC. Donc, nous avons là démontré l'exemplarité de notre gestion forestière, le niveau d'engagement politique du gouvernement, du président de la République, et nous ne pouvons qu'être fiers et présenter aux yeux du monde notre expérience comme une réussite et comme un modèle à suivre, bien sûr. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Business Congo. Voilà pour cet entretien avec le ministre Henri Nzombo. La diaspora africaine à travers le monde participe activement au rayonnement des pays africains. Beaucoup d'Africains ont créé leur propre business dans l'Hexagone. D'autres ont des projets de développement en Afrique. Nous avons rencontré une jeune femme passionnée des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Elle est enseignante à l'université de Saint-Quentin en Yvelines en région parisienne. Théodora Amiré propose au gouvernement congolais des initiatives dans son domaine de compétences. On l'écoute. J'ai fait ma thèse en France, à France Télécom, où j'ai vu que les individus avaient été accompagnés. Et j'ai voulu voir comment ça se passait au Congo, au niveau des technologies de l'information et de la communication. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait un engouement. Qu'au moment où j'arrive à Brazzaville en 2010, je me rends compte que des Congolais ont un, deux, voire 3 portables. Qu'à l'époque où je suis partie du Congo, moi petite, le téléphone était un véritable luxe. Et là, en fait, j'observe que dans des parcelles, presque tous les habitants d'une parcelle, par exemple, ont un téléphone portable. Donc ça m'intéresse. Et quand je reviens en France, donc je propose à l'université de Versailles, je propose à Annie Bartoli, qui est ma directrice scientifique, de pouvoir faire une étude là-dessus. Donc elle accepte, je bénéficie d'un congé scientifique de 6 mois qui me permet d'aller travailler au Congo. Alors ce que je fais au Congo, ce n'est pas uniquement de l'observation sur ce qui se passe là-bas au niveau des technologies de l'information et de la communication, je fais aussi de la formation. Alors, ce qui m'a marqué le plus, c'est une situation que j'ai vécue en 2010 à Pointe-Noire, c'est-à-dire qu'il y a eu une épidémie de polio. Et il y a une campagne de vaccination qui est lancée à la population, mais sauf que cette campagne de vaccination passe à la télé à 20 h. Et on sait très bien que chez nous, au Congo, il fait chaud, les gens vivent dehors et les gens n'ont pas forcément la télé. Alors je me dis, mais pourquoi faire passer des informations de santé publique à la télé alors qu'on pourrait profiter du téléphone portable que tous les Congolais ont pour pouvoir leur envoyer des informations de santé publique. Donc c'est ce qui m'incite à aller travailler sur place, c'est-à-dire que l'objectif c'était de montrer à des étudiants en réseau de télécommunications qui peuvent faire des applications qui peuvent être utiles à la population. Donc c'était en fait, c'était mon objectif. Le boom des technologies de l'information et de la communication a apporté son lot d'innovation en Afrique. Exemple au Cameroun où notre équipe s'est rendue. Là-bas, de nombreuses entreprises font leur apparition dans le paysage économique national. Plusieurs startups se sont lancées dans le e-business. Voici notre reportage. Le développement des TIC, technologies de l'information et de la communication, est une véritable aubaine pour les pays africains. Le taux de pénétration d'Internet en Afrique oscille entre 16 et 20%. Selon les experts, ce chiffre devrait s'accroître rapidement et avoisiner 46% en 2016 grâce à l'essor des solutions mobiles 3G et 4G. Au Cameroun, comme partout ailleurs sur le continent, Internet n'est plus un simple outil de recherche d'informations ou de distraction, mais de plus en plus une plateforme de création d'entreprises. Depuis 2010, certains jeunes inspirés par le modèle américain créent timidement sur la toile de nombreuses entreprises, encore appelées start-up. Donc, ils fonctionnent un peu en freelance. Or, quand on dit start-up, on voit une entreprise qui démarre, mais qui, en même temps, embauche un petit personnel. Ce sont des entreprises, le plus souvent, qui, si vous voulez, sont appelées à évoluer et à créer vraiment de la croissance. Vous comprenez? Mais ici au Cameroun, jusqu'à présent, on n'en voit pas encore qui
qui se lancent dans le cadre de la vraie entreprise. Venus d'horizons divers avec des profils variés, la recherche d'innovation semble être au centre des motivations de la plupart des promoteurs de ces start-up camerounaises. La difficulté que les uns et les autres ont à concilier la vie privée et la vie professionnelle, et les entreprises d'une part qui ont des difficultés également à pouvoir se concentrer dans leur cœur de métier, a fait naître en moi cette envie. Et la question qu'on s'est posée tout de suite, c'était comment le faire sans être rebarbatif, sans venir dire des choses que des gens ont déjà entendues. Donc les TIC étaient une porte royale pour pouvoir mettre en place ce concept. Les activités de ces entreprises qui se développent sur la toile vont du e-commerce au marketing digital, en passant par le placement du personnel et les technologies de pointe. Installée à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun depuis quelques mois, MG Soft conçoit et met à la disposition du public des applications pour smartphones avec des contenus exclusivement camerounais. 20 logiciels environ ont été développés depuis le lancement des activités de l'entreprise. On peut citer entre autres la constitution du pays, les restaurants et les sites touristiques et une application pour aider les citoyens à mieux gérer les catastrophes naturelles. C'est des applications mobiles qui peuvent fonctionner même si vous n'avez pas Internet. Une fois que vous l'avez téléchargée sur votre smartphone, votre application, elle va fonctionner et aura l'information là-dedans. Et c'est comme je vous le disais, ces applications tournent autour de 1 voire 2-3 mégas. C'est-à-dire que parfois c'est même le poids d'une chanson. Ce qui veut dire que si vous avez un smartphone qui peut contenir 300 chansons, 500 chansons, vous pouvez également avoir 300, 400, 500 applications mobiles qui viennent de chez nous dans votre smartphone. Dans le domaine de la gestion du recrutement des ressources humaines, un certain nombre de plateformes ont été mises en place grâce au TIC, permettant ainsi d'apporter de multiples innovations. Le blind recruitment, c'est une technique nouvelle de recrutement où on recrute à l'aveugle. On ne veut pas savoir d'où vient la personne, sa tribu, on ne veut pas savoir l'école. Parfois l'école est un biais. Si quelqu'un vient de l'ESSEC ou de l'université catholique, on pense que c'est quelqu'un de bon. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc le blind recruitment est une technique qui permet de recruter sans regarder cela, mais en regardant la compétence de l'homme en situation de travail. Internet est l'outil de travail principal des startups et son taux de pénétration est estimé à environ 20% au Cameroun. Malgré la présence de la fibre optique, la qualité de la connexion reste un véritable souci au quotidien pour ces entreprises. Même les PME, les PMI, ils disent que pourquoi promouvoir, faire la publicité via Internet, et pourtant Internet, tout le monde n'a pas accès à Internet, le débit n'est pas bon, on ne peut pas avoir le réseau, on n'est pas connecté à tout moment. Donc c'est ça vraiment notre réel souci ici au Cameroun, le débit Internet qui est vraiment compliqué. Donc du coup, quand vous travaillez avec Internet, vous devez avoir au moins 3 opérateurs, 3 ou 4, parfois tous les opérateurs sur place pour vous en sortir. Lorsque un bug, vous utilisez l'autre. Outre les soucis avec la connexion Internet, de nombreux autres freins liés au mécanisme de création d'entreprises et de fiscalité entravent l'épanouissement des startups au Cameroun. On se retrouve à supplier les employés de la fonction publique qui doivent nous permettre de créer l'emploi et de pouvoir aussi permettre à tous ceux qui sont au chômage de trouver un emploi. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Ce sont les impôts. À peine vous créez une entreprise, il faut payer ça, il faut payer ci. Il y a juste, je crois, la patronne qu'on exonère, mais en dehors de la patronne, il y a beaucoup de choses que vous payez. Non seulement pour mettre l'entreprise en place, pour avoir l'agrément pour ici, il faut débourser beaucoup d'argent. Et ça, c'est pas évident pour une personne qui veut vraiment apporter un plus dans son pays. On n'a pas encore un cadre légal qui permette à ces entreprises de se frayer un chemin à côté de ces mastodontes qu'on a déjà sur le terrain. Donc on est obligé parfois de se faire tenir la main par une multinationale, par ses relations pour pouvoir trouver son chemin. Quant à l'épineux problème de recherche de financement commun à toutes les petites et moyennes entreprises, les observateurs du paysage économique camerounais aimeraient voir les pouvoirs publics impliquer davantage le secteur privé. Il n'y a que l'État pour lever les fonds. Même les communautés telles que la communauté urbaine n'ont pas le droit de lever les fonds. C'est une aberration. Vous allez dans d'autres économies, vous trouverez que ce sont les privés qui lèvent les fonds, justement pour financer ces startups. C'est comme ça que ça a démarré aux États-Unis. Ces jeunes devraient donc pouvoir
avoir la possibilité de lever des fonds auprès d'un organisme privé et qui leur permettent donc d'aller de l'avant. Conscients du potentiel de leur structure et de leur poids économique dans le futur, les promoteurs des startups au Cameroun rêvent d'un avenir meilleur. J'aime beaucoup les discours que j'entends depuis par rapport à l'émergence 2035. Et l'attente, c'est que tous ces discours-là soient réellement mis. Je veux dire, si on peut les mettre en pratique à 60%, ce serait une bonne chose. Que les jeunes qui sont à l'étranger, qui savent comment ces choses fonctionnent là-bas, aient pour ambition de revenir. Et j'invite les pouvoirs publics à mettre en place une stratégie pour que les jeunes reviennent. Parce qu'on le voit en Côte d'Ivoire avec le président Ouattara qui a mis en place une stratégie claire d'aller chercher les jeunes. Presque tout le monde a un téléphone, un smartphone. Même si c'est un smartphone d'entrée de gamme, la plupart des Camerounais, même des jeunes, ils ont des téléphones qui peuvent aller sur Internet. Donc je crois que quand il y aura la 3G, ça sera plus facile pour nous de nous épanouir dans notre activité. Et quand on pourra vulgariser les paiements en ligne aussi, ça sera davantage épanouissant comme activité pour nous. Mais je reste optimiste à 100%. Au Cameroun, depuis 2010, de nombreuses startups se créent et meurent tous les jours, faute de soutien financier et aussi à cause de la pression fiscale. À ce jour, il est difficile de donner leur nombre exact. Mais selon le fichier des impôts, à peine une vingtaine d'entre elles opèrent de manière formelle. Voilà, c'est la fin de ce magazine. On se retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Merci à H. Linéaire à la programmation, à Joël Sister Obaya à la supervision. Au revoir.